T'imagines si l'humanité était en fait contrôlée par des machines? Tu as deux options. Tu choisis de quitter cette vidéo et tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis de visionner cette vidéo et reste au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Après cette introduction, issue de la cultissime scène de la pilule rouge et de la pilule bleue, venons-en au fait. Si tu l'as déjà vu, le sujet de cette vidéo devrait te rappeler la trilogie Matrix. Et si tu ne l'as jamais vue, Tu as deux options. Choisis de quitter cette vidéo et de regarder le premier film Matrix, et tu pourras ensuite profiter pleinement de cette vidéo. Choisis de regarder d'abord cette vidéo et tu pourras profiter pleinement de la trilogie Matrix. de toute façon, dans cette vidéo, je ne vais pas m'éterniser sur l'histoire et je vais me concentrer sur la situation initiale du film pour en faire un rapprochement social, politique, économique et technologique de notre situation actuelle. Pour se mettre dans l'ambiance, le monde de Matrix est un monde futuriste, apocalyptique, où les machines ont pris le contrôle sur l'univers, se servant des humains et humaines comme source d'énergie. On y voit une planète plongée dans les ténèbres, envahie de machines, où d'immenses structures enferment les êtres humains dans de petits sarcophages. Ces sarcophages s'infiltrent dans le cerveau humain pour y projeter des sensations. C'est un peu comme si on vous mettait un casque VR, seulement au lieu que ça agisse uniquement sur l'ouïe et sur la vue, ça agit sur tous les sens en même temps, de manière à qu'ils ne se rendent même pas compte que dans le monde dans lequel ils vivent est un monde en fait virtuel créé par les machines. Vous allez me dire que ça n'a absolument rien à voir avec la situation actuelle et que les machines aujourd'hui, ce sont que des outils qui sont là pour servir l'humanité. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elles sont bien au service de quelque chose, mais pas l'humanité. Premièrement, il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans une société capitaliste qui est basée sur la notion de profit. Cette même société nous conditionne dès le plus jeune âge à dépendre d'elle pour vivre. On nous apprend qu'il faut travailler pour gagner sa vie, effectuer une tâche qui va participer directement ou non à une croissance économique, et suite à ça, on va recevoir de l'argent. Voilà pour vulgariser, mais quand on y repense, l'argent, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout simplement une suite de 0 et de 1 qui, une fois décodés, se traduiront par un nombre. Et ce nombre est associé à une personne ou à un groupe de personnes. En quelque sorte, on convertit un travail effectué et des ressources en données virtuelles. Et plus ce nombre est élevé, plus l'individu bénéficiera de privilèges. Et bien sûr, les privilèges, on aime ça. Et je dirais même que cette société va tout faire pour nous pousser à vouloir encore et toujours plus de privilèges. C'est en quelque sorte la résultante de la société de consommation qui va nous inciter à vouloir toujours plus d'argent pour pouvoir toujours le dépenser, mais pas forcément de la manière la plus raisonnable. De nos jours, toutes les informations ou presque sont stockées sous forme numérique. Je parle par exemple des données personnelles des internautes, ou alors des données financières et économiques d'une entreprise, ou des données politiques d'un pays, ou même par exemple des données scientifiques. Et ça fait un bon gros paquet de données. Et aujourd'hui, il y a même une vraie guerre qui a éclaté entre les pays, entre les entreprises, pour essayer de récupérer des informations cruciales afin de toujours gagner plus d'argent. Seulement, les armes et les soldats, c'est pas tout à fait les mêmes qu'on connaissait lors, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais au final, c'est bien d'avoir toutes ces données. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai quoi, il y en a tellement. Aucun être humain n'est capable d'avoir toutes ces données en tête pour ensuite les interpréter et en faire quelque chose, quoi. Et c'est là où on va faire appel à la machine. Connaissez-vous la notion d'analyse prédictive? Selon le site www.inprincipo.xyz, je cite, le terme d'analyse prédictive, ou encore logique prédictive, est un des usages de l'intelligence artificielle faisant appel à des technologies qui permettent d'analyser des données et des statistiques pour en extraire des prédictions ou des hypothèses prédictives. Allez, on va pousser le raisonnement un peu plus loin. On a là des ordinateurs qui ont une puissance inimaginable et qui brassent des tonnes et des tonnes de données de manière à faire des suppositions extrêmement précises. Et ce, en application à des problématiques sociales, économiques, financières ou politiques par exemple. Autrement dit, ce sont des ordinateurs qui, avec une marge d'erreur de plus en plus réduite, arrivent à prédire l'avenir. Et plus il y a de données à exploiter et plus les machines sont puissantes, plus les prédictions sont justes.
On peut imaginer par exemple qu'avec toutes les informations qu'on obtient grâce aux réseaux sociaux, de pouvoir en faire l'outil ultime pour manipuler la population. Alors vous me direz que bien avant l'intelligence artificielle, on connaissait déjà toutes les techniques de manipulation de masse. C'est vrai. Seulement là, c'est les machines qui ont toutes ces techniques. Et contrairement à nous, elle a beaucoup plus d'informations en tête. Et la marge d'erreur diminue aussi vite que la puissance de calcul augmente. Vous pouvez voir sur ce graphique qu'on identifie 4 différents types d'analyse de données. La première, appelée l'analyse descriptive, répond à la question « Que se passe-t-il ?» C'est donc une analyse de premier niveau. La deuxième est appelée l'analyse diagnostique et elle répond à la question « Pourquoi ça s'est passé ?» À ce stade, on arrive déjà à faire des liens de corrélation entre les données. La troisième est appelée l'analyse prédictive et elle répond à la question « Que se passera-t-il ?» Là, on est carrément dans l'anticipation et la clairvoyance. Et la quatrième, la plus évoluée des 3 autres, est appelée l'analyse prescriptive. Et elle répond à la question « Comment faire en sorte que ça se passe ?» Donc non seulement l'intelligence artificielle arrive à anticiper les éléments futurs qui vont se produire, mais en plus, elle propose une stratégie qui, selon elle, a le plus de pourcentage de réussite par rapport à l'objectif à atteindre. Et en général, l'objectif à atteindre, c'est faire plus de profit. Et du coup, forcément, pourquoi faire confiance à un humain qui peut se tromper qu'à une machine qui anticipe tous les cas de figure et qui choisit le cas de figure le plus avantageux? Mais de toute façon, vous me direz, c'est toujours l'humain qui a le dernier mot. Oui, il aura le dernier mot que la machine lui aura soufflé dans l'oreille pour garantir l'ordre et le capitalisme. Pour illustrer mes propos, voici quelques informations. Les 5 entreprises qui ont accumulé le plus de capital boursier sont respectivement Apple, Google, Microsoft, Amazon et Facebook. Comme par hasard, ce sont toutes des entreprises qui brassent un maximum de données personnelles. On les appelle les GAFA et à elles seules, elles accumulent un total de 2253 milliards d'euros. On sait aussi qu'il faut une quantité impressionnante d'énergie pour faire fonctionner et refroidir les data centers. Il est très difficile de trouver des chiffres à ce sujet, mais pour vous donner une idée, en 2012, la consommation mondiale d'énergie liée au secteur du numérique est 1,8 fois supérieure à celle de toute la Russie. Et comment est-ce qu'on fait de l'énergie en masse? En détruisant la planète, par exemple. Petit rappel, quand on y repense, l'argent, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout simplement une suite de 0 et de 1 qui, une fois décodés, se traduiront par un nombre. Et ce nombre est associé à une personne ou à un groupe de personnes. En quelque sorte, on convertit un travail effectué et des ressources en données virtuelles. Donc, si on fait le lien, l'intelligence artificielle serait en fait un conseiller extrêmement pertinent qui permettrait à celles et à ceux qui l'utilisent de pouvoir toujours mieux et plus exploiter la planète et ses habitants, de manière à convertir tout ça en argent virtuel, donc en fait en 0 et en 1. Ce même argent qui servira entre autres à augmenter la puissance de calcul des ordinateurs afin qu'ils soient encore plus performants et qui permettent de faire gagner encore plus d'argent. Et cet argent encore sera investi entre autres pour augmenter la puissance de calcul et pour faire encore plus d'argent. C'est en fait le principe de l'effet boule de neige. Seulement là, on peut imaginer une tempête numérique qui ne fait que ravager la planète et plus elle ravage la planète, plus elle grossit, plus elle grossit, plus elle ravage la planète. Mais en fait, on peut se dire que si certaines personnes décident de continuer à suivre les conseils des machines, c'est qu'il doit bien y avoir un intérêt là-dedans. Eh bien oui, logiquement. L'intérêt des plus riches de devenir toujours plus riches. Mais du coup, on peut se demander quel est l'intérêt d'être encore plus riche? D'être heureux? Est-ce que être extrêmement riche rend vraiment heureux? Je dirais plutôt que ça rend fou et égoïste. Et donc non, l'intelligence artificielle n'est donc pas au service de l'intérêt général et de l'humanité. Elle est plutôt au service d'une minorité qui recherche toujours plus d'argent et toujours plus de pouvoir, quitte à détruire la planète et à favoriser les inégalités. Mais que fait le peuple? C'est vrai, pourquoi il ne fait rien le peuple face à tout ça? Déjà, en ce qui concerne les hommes et les femmes les plus pauvres dans les pays les moins développés, eh bien, ils et elles n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se révolter. Et si c'est le cas, un bout de bois contre une mitraillette, le verdict est sans appel. Mais dans un pays comme la France, par exemple,
Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire changer les choses? Eh bien, pour les mêmes raisons. À ma connaissance, on n'a pas d'armes vraiment efficaces contre le capitalisme. Et pour peu qu'on en ait, elles sont sans doute illégales et pour peu qu'on s'en serve, on risque la prison. Il y a sans doute le boycott comme contre-exemple. Mais pour qu'il soit vraiment efficace, il faut qu'il soit vraiment massif. Et c'est là où on se rend compte que la principale raison qui fait que les gens ne se bougent pas, c'est pas forcément la répression. Je dirais plutôt que c'est l'abrutissement. Dans le sens où on vit complètement en dehors de ce qui est réel. On est dans nos séries, dans nos jeux vidéo, dans nos fictions apocalyptiques, sans se rendre compte que l'apocalypse n'est pas une fiction. On est dans nos problèmes d'argent. Si on n'en a pas assez, on cherche un moyen de le préserver. Et si on en a trop, on cherche un moyen de le dépenser. On devient de plus en plus individualiste, aveuglé par toutes ces choses virtuelles. On n'a pas le temps de faire les choses, car le temps c'est de l'argent, et l'argent il nous en faut toujours plus. Sans compter que dans les médias, on nous maintient dans une peur pour casser notre envie de rébellion. On nous montre des choses atroces aux infos, pour nous faire croire qu'en France ça va, la France nous protège, du coup qu'on peut lui faire confiance, et se réfugier comme un enfant sous les jupes de sa mère, ou de son père. Et nous voilà en plein dans le scénario de Matrix. Une planète dévastée et dirigée par des machines qui détruisent la nature et exploitent les êtres vivants. L'humanité est plongée dans un monde envahi de plaisirs artificiels qui maintiennent le peuple dans un confort futile en leur vendant un bonheur illusoire. Mais il est où Superman dans tout ça? Faut qu'il arrête de s'attaquer aux braqueurs de banque pour protéger les plus riches et à la place, prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Pas de panique, il existe bien une Ligue des Justiciers, qui, à l'image de Neo dans Matrix, mettent leur vie en péril pour dénoncer cette folie. Je pense par exemple à Edward Snowden, qui a révélé le programme de surveillance de la CIA, dont l'histoire a été scénarisée pour sortir au cinéma. Ou par exemple, le lanceur d'alerte sous le pseudonyme de John Doe, celui qui a dévoilé le scandale des Panama Papers. Plus de 11 millions de documents top secrets, soit un total de 2600 gigaoctets de données. Ces documents qui dénoncent les sociétés qui arnaquent illégalement les autres humains et humaines en manipulant les chiffres de cette tornade numérique. Mais mis à part toutes ces personnes célèbres, il y a aussi une multitude de personnes qui agissent dans l'ombre pour l'intérêt de l'humanité. Je pense par exemple à toutes celles et ceux qui ont accepté de voir les injustices sociales et climatiques et qui ont décidé d'aller à contre-courant des normes sociétales, non seulement en incarnant des valeurs bienveillantes envers le vivant, et également en transmettant cette prise de conscience aux autres. Que ce soit dans un premier temps en changeant leur mode de vie, mais aussi et surtout en s'impliquant dans des modes d'action militants. Comme toujours, j'ai mis plein de liens en description de cette vidéo, au cas où ce que je dis soit complètement faux. Voilà, comme ça, je vous demande pas de me croire sur parole, allez vous renseigner par vous-même, et si vous avez des informations intéressantes, n'hésitez pas à les notifier en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous invite, si elle vous a plu, à la partager et à la liker. Ciao!